Il est 19 h, merci de votre fidélité. Voici les titres de votre journal. Mayotte fête ses 10 ans de référendum qui a érigé l'île en département français. 10 ans après ce moment historique, quel bilan, analyse et réaction? Le sénateur Tani Mohamed Soili est notre invité sur ce plateau. Ce 29 mars est aussi la journée internationale de la forêt, un événement suivi notamment par plusieurs établissements scolaires, une manière de sensibiliser les élèves sur la protection et la biodiversité de ce très vaste patrimoine. Elle est la nouvelle championne de France en salle de 60 mètres. C'est de l'athlétisme. La jeune mahoraise Nasran Bakar est rentrée à Mayotte avec la joie et la fierté que l'on peut imaginer. Sa réaction à la fin de ce jour-là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 29 mars 2009, 29 mars 2019, les Mahorais célèbrent les 10 ans de leur référendum qui a transformé leur île en département français. Certains syndicats et politiques restent sur leur faim. Si tous ne regrettent pas le choix de Mayotte de rester français, la plupart considèrent que plusieurs chantiers n'ont pas encore vu le jour et que le chemin est encore long, que l'île soit un département à part entière. Les précisions d'Anastasia Laguera sur les images de Youssouf Ahmed Matoir. 10 ans se sont écoulés depuis la départementalisation. Pourtant, Mayotte reste le département le plus pauvre de France, marqué chaque année par de nombreux mouvements sociaux. En 2017, par exemple, il n'y a eu que 20 jours sans grève. Pour ceux qui ont l'habitude de descendre dans les rues, tout reste à faire. Ça a permis de rassurer la population quant à son appartenance et son ancrage dans la République. Ça a permis de rehausser le niveau social de la population. Paradoxalement, cette départementalisation, du fait de son manque de préparation, a laissé un certain nombre de gens sur le trottoir. À la fois sur le trottoir, mais également ça a fait un appel d'air à l'extérieur inattendu et non maîtrisé. Rien n'a été réalisé depuis jusqu'à maintenant, sauf ces derniers temps, lors de notre dernier mouvement de grève du mois de février, qui a permis de nous apporter une ARS de plein exercice et également un rectorat. Mais il n'y a pas que ça à Mayotte. Une départementalisation bâclée, c'est aussi l'avis de Daniel Zaïdani. Dites-moi concrètement qu'est-ce qui s'est fait de progressif ces 10 dernières années. Pour ma part, je ne vois rien. Je constate que nous n'avons pas de document cadre qui permet de planifier les actions à venir, évitant ainsi aux différents corps professionnels de descendre dans les rues pour acquérir, à coup de manifestations qui peut parfois durer plusieurs mois, un juste droit qui est dû. Pour Daniel Martial-Henry, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Je suis entièrement satisfait parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'abord un combat institutionnel qui garantissait l'ancrage indéfectible de Mayotte à la France. Et un statut de département ne veut pas forcément dire développement. C'est maintenant à nous de promouvoir notre développement dans ce cadre proscrit. Promouvoir notre développement, mais avec quels moyens? Sur notre territoire, les médecins ainsi que les enseignants manquent cruellement, au même titre que la sécurité ou l'attractivité. Pour ce qui est de l'emploi, 35% de la population est au chômage, c'est 4 fois plus que la moyenne nationale. Rappelons que le oui a emporté avec 95,2% des suffrages exprimés au soir de ce 29 mars 2009 avec un taux de participation de 61,02%. 10 ans après, quel bilan? Voici quelques réactions dans ce reportage de Zora Abdoukafé et Ibrahim Dogo. Le département a été pour beaucoup de Mahorais le Saint Graal, mais son acquisition a un goût amer pour certains. Poser la question sur le bilan, je ne peux que dire, pour moi c'est négatif. Enfin, pas dans l'ensemble des choses, mais la situation, c'est pas ce qu'on espérait. Le bilan, normalement là, c'est comme j'ai analysé les choses, négatif. Pourquoi? Parce que toujours, il n'y a rien qui a changé.
Je trouve que c'est négatif parce que, à ma connaissance, je ne vois pas du tout, par rapport à d'autres îles qui sont français, les droits que les autres ont ici, ce n'est pas du tout le cas, quoi. Le bilan, elle est général, le social, dans l'entrepreneuriat, on n'a pas du tout les aides nécessaires qu'il faut, comme on peut avoir ailleurs. Donc, on se trouve souvent seul face à tous ces problèmes. Les élus ne savent pas gérer le département. Il faut déjà informer le peuple, ce que c'est le département, et instruire le peuple, avoir beaucoup de connaissances. Il vaut mieux qu'on reste le même statut qu'on avait auparavant, une collectivité départementale. Comme ça c'était bien, on ne paye pas beaucoup d'impôts, on était unis entre nous, il n'y avait pas beaucoup de délinquance. Pour ces Mahorais, l'immigration clandestine est un frein pour le développement du département. Un gros frein, c'est qu'on voit tous les bidonvilles qui augmentent tous les jours et voilà. Non, c'est un gros frein pour le développement. Et personne ne fait rien, c'est ça le pire. L'État ne fait rien du tout. On est envahi, voilà. On est envahi. Et ce n'est pas dans cette direction que nos aînés ont voulu avoir le département Mayotte. Qu'ils ouvrent ceux qui ont les séjours, qui veulent partir, qu'ils les laissent partir. Peut-être ça permettra au fait de vivre mieux ici. On ne sera pas surchargé. En 2009, 95% des Mahorais ont voté oui pour la départementalisation. Aujourd'hui, 10 ans après, nombreux sont ceux qui dressent un bilan mitigé. Je vous invite maintenant à revivre quelques moments forts durant ce processus référendaire qui a changé l'histoire de Mayotte, ou plutôt qui a accompagné le choix des Mahorais, à commencer par le grand rassemblement à l'abattoir durant la campagne sur ce référendum en question. Le jardin de l'hôtel de ville de Dzaoudi l'Abattoir est plein comme un œuf dans cet avant-dernier congrès du comité de pilotage pour le oui à la départementalisation de Mayotte. Un renfort de poids vient s'ajouter à une mobilisation plus déterminée que jamais. L'ancien député de Lille, Henri Jean-Baptiste, et le sénateur du Calvados, Jean-Léonce Dupont. Sur la tribune, les discours s'enchaînent mais gardent toujours la même signification, la même sensibilisation. D'après les orateurs, dire oui massivement à la France en choisissant la départementalisation, c'est renvoyer l'opinion comorienne à ses chères études dans son souhait de voir échouer un processus attendu par les Mahorais depuis plus d'un demi-siècle. Et les réactions semblent bien clarifier le choix des électeurs. Les Mahorais se sont rassemblés en masse et c'est l'ambiance totale. Aujourd'hui, je pense que tout Mahorais qui se sent français aujourd'hui doit voter pour le oui le dimanche prochain. Comme tout le monde, je vais me présenter au bureau et tôt le matin. Dès 7h du matin, je serai au bureau et je vais voter pour... Vous savez bien. Je suis agréablement surpris du nombre de gens qui sont ici aujourd'hui. Et ma décision est déjà prise, comme tous les Mahorais d'ailleurs. Ce sera oui à 99%. Dans cette ferveur populaire, l'annonce du oui au soir du 29 mars laisse présager un pourcentage considérable dans une cause qui n'est pas loin sans doute d'être acquise. Mais certains supporters du oui présents à cette manifestation préfèrent retarder leur euphorie jusqu'à l'annonce du résultat final. Une manière de dire qu'il faut d'abord tuer l'ours pour pouvoir vendre sa peau. Et maintenant, ces images à Chirangui, la commune qui est arrivée en tête des suffrages exprimés avec plus de 90%, on voit depuis moi ici à l'époque, avec plus de 90% qui avaient donc répondu favorablement pour la transformation de Mayotte en département français. Place maintenant à l'apothéose sur ces quelques images. Aussitôt l'annonce des résultats pour le oui massif en faveur donc de la départementalisation de Mayotte, des milliers de Mahorais se sont rendus à la rocade de Mamoudzou pour fêter dignement cette victoire historique. La place est désormais appelée place de la République.
Je voulais annoncer en ouverture de cette édition, nous recevons sur ce plateau ce soir Tani Mohamed Souali, sénateur de Mayotte. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. 10 ans après, bilan positif ou mitigé? Moi, ce n'est pas comme ça que je pose la question, parce qu'il ne s'agit pas d'être manichéen. La départementalisation, cela devait être une étape décisive avant laquelle les Mahorais se sont battus parce que cette étape était un ancrage, un symbole d'ancrage dans la République. Et le tort, ça aurait été de considérer que c'était un aboutissement. Or, c'était qu'une étape. Et sans paraphraser ce qu'a dit Daniel Martial Henry, le développement socio-économique, culturel de notre île, c'est un sujet qu'il faut traiter à part. Et donc, vous me posez la question du bilan. Forcément, il est mitigé. Il y a eu de bonnes choses de fait, comme il y a eu des reculs. Alors, que pensez-vous? Il aurait fallu mieux préparer le passage à la départementalisation ou une autre stratégie? Oui, Darwesh, il aurait fallu une meilleure préparation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale de la Cour des comptes, dans un rapport de janvier 2016, qui a été éloquent et qui a dit que la départementalisation n'a pas été suffisamment bien préparée. Parce que la départementalisation était précédée de la décentralisation de l'île, qui impliquait l'appropriation de la gestion de nos collectivités par les élus. Il y avait l'étape de la réforme foncière qui aurait dû être faite. Il y avait l'étape également de la fiscalité. Or, quand elles n'ont pas eu lieu avant cette départementalisation, elles ont été mal faites, ces étapes-là. Et c'est après, une fois qu'on a voté la départementalisation, qu'on a fait la fiscalité de droit commun. Et à ce jour, la réforme foncière qui aurait dû servir pour déterminer l'assiette fiscale pour la départementalisation, à ce jour, cette réforme n'est pas aboutie. Donc, quand on dit ça, et moi je veux mettre tout le monde tranquille, ce n'est pas pour critiquer telle ou telle personne. Crois que... pardon. Allez-y. Oui, je crois que, comme l'avait dit la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, c'est une responsabilité collective. Parce que c'est bien beau de dire si ça s'est bien passé ou pas, mais l'essentiel, c'est de tirer les leçons de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Et c'est ce qu'a préconisé la Chambre régionale de la Cour des comptes. Alors, parlons maintenant de quelques avancées. Il y a également cet amendement, le vôtre, portant sur notamment l'état civil dans notre territoire. Qui veut dire état civil, la situation sur l'immigration clandestine notamment. Tout à fait. Pendant toutes ces années, en fait, on a décrié la problématique de l'immigration, qui fait que nous avons plus de personnes que nos pouvoirs publics peuvent supporter, mais les solutions qui ont été apportées jusque-là n'ont pas été convenables. Et aujourd'hui, il faut inventer d'autres solutions pour endiguer ce fléau. Et effectivement, cette disposition sur ce qu'on appelle le droit du sol va contribuer, j'espère, à finir par gagner cette bataille de lutte contre l'immigration irrégulière. Alors, pour finir ce soir, à terme, Mayotte, département français, ne doit-elle pas s'intégrer d'une façon ou d'une autre dans cette grande région océan Indien, ou différemment exprimée, la situation actuelle avec les Comores peut-elle durer longtemps? Il faut que nous fassions un effort de coopération, un effort de co-développement avec tous nos voisins, pas simplement les Comoriens, mais nous avons d'autres voisins en Afrique, dans le canal, de l'autre côté du canal du Mozambique, à Madagascar. Et le développement harmonieux de Mayotte passe aussi par développer ces relations de co-développement avec nos voisins. C'est comme cela que nous pourrions, par exemple, les aider à fixer leur population
chez elles et avoir enfin des rapports normaux de voisin à voisin. Merci Thani Mohamed Souadi, sénateur de Mayotte, d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. Tout à fait autre chose maintenant, la journée internationale des forêts célébrée ce vendredi. Ici à Mayotte, je vous invite dans le parc forestier de Coconi où de nombreux écoliers ont été invités à découvrir toutes les ressources que rapporte la forêt à l'homme ainsi que les fonctions vitales qui sont fournies par ce milieu naturel, une richesse exceptionnelle qu'il faut à tout prix préserver, qu'il faut protéger tout simplement. Écoutons la directrice départementale de l'ONF au micro, Dandiat Monaïssa et Farousséni. C'est la première fois qu'on fait ce type d'activité. On a accueilli un certain nombre de classes et on leur a fait un peu découvrir tout ça. Et sachant que la journée internationale des forêts, c'est le 21 mars. On a eu des petits soucis avec la grève des transports scolaires, ce qui fait qu'on l'a fêté aujourd'hui. Alors on a réussi à organiser tout ça avec le concours du conseil départemental et son service des ressources forestières. Donc ici vous êtes à Coconi, c'est le cœur un peu de la zone forestière avec tous les acteurs qui s'occupent un peu de près ou de loin de la forêt. Et donc on est au parc forestier de Coconi. On a eu aussi le partenariat de Mayotte Nature Environnement qui nous a aidé à animer la journée et à recevoir les écoles. Et donc l'Office national des forêts qui est aussi pilote au niveau national sur l'organisation de cette journée internationale des forêts. Au Comores, nous vous l'annoncions hier, un coup de force par des assaillants dans le camp militaire de Kandani a fait 3 morts et plusieurs blessés. Un soulèvement tragique qui intervient après la réélection d'Azali Assoumani à la magistrature suprême. Les explications de nos correspondants sur place à Moroni, Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. L'émotion est toujours vive et les zones d'ombre ne sont pas encore levées sur le coup de force mené par 3 hommes au camp militaire de Kandani. Quelques minutes après la mise en place par les 12 candidats de l'opposition du Conseil national de la transition et la déclaration de son président Mohamed Soualihi dit Campagnard, candidat aux élections présidentielles, des coups de feu ont été entendus au camp militaire de Kandani. Un bilan assez lourd. Il y a eu des échanges de coups de feu et durant ces échanges, il y a eu 3 morts, dont 2 assaillants et un gendarme. Il y a eu aussi un blessé grave parmi les assaillants et un militaire qui est blessé. Voilà le bilan de cet événement. Ça a duré à peine un peu moins de 2 heures. On apprendra plus tard que le commandant Faisal Abdussalam, condamné pour tentative de coup d'État dans le cadre d'un procès controversé, est libéré par des civils armés. C'est lui qui conduira le groupe armé qui s'est rendu directement au bureau du chef d'état-major, absent au camp militaire. Il perdra la vie avec un de ses compagnons et le 3e sera grièvement blessé. Un gendarme gradé, présent sur le lieu, Nasser Abdourazak, perd la vie dans les échanges de feu qui ont duré près de 2 heures. Des compatriotes qui ont perdu leurs âmes. Et également aussi, il y avait un désordre qui a provoqué beaucoup de terreur chez les civils. Je suis vraiment désolé là ce qui se passe hier parce que je présente toute ma condoléance. Une enquête est ouverte pour déterminer les motivations des assaillants et les complicités supposées. Le colonel Campagnard, arrêté après son adresse à la nation, avait appelé à une désobéissance civile à partir du 4 avril, une fois que seront validés les résultats des élections présidentielles qui consacrent la victoire d'Azali Assoumani. Après la tournure des événements d'hier, l'opposition appelle à des manifestations. Nous venons de l'apprendre à l'instant même, une jeune fille comorienne de 14 ans est gravement blessée lors d'incidents liés à la situation politique tendue chez nos voisins directs, vous l'aurez compris, Comores. Elle a été rapatriée par Kwassa à Mayotte. On voit ici les images de Far Ouseni. Aussitôt, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers, transférée à l'hôpital. Ces images signées sur la plage de Nyambani. On écoute la réaction recueillie sur place, bien sûr. Des enfants sont venus nous trouver ici pour nous dire qu'il y a un blessé sur la plage. Nous sommes allés voir. Elle a effectivement été débarquée d'un Kwassa. Les passeurs l'ont abandonnée là et ont pris la fuite. Nous l'avons amenée ici et avons appelé les pompiers.
En attendant, nous lui avons demandé comment elle s'est blessée. Elle nous a dit qu'elle était en train de couper des fagots et est tombée d'un giroflier. Nous lui avons aussi demandé si elle ne faisait pas partie des sympathisants de Yazali et que ce n'était pas une blessure par balle. Elle a répondu que non. Elle est juste tombée et s'est blessée. Elle regagne son île avec un grand sourire et il y a de quoi. Nasran Bakar, fraîchement sacrée championne de France de 60 mètres en salle. La jeune athlète a été ovationnée à la mairie de Chirongi où elle est originaire. Elle demande aux sportifs mahorais de ne pas lâcher leurs efforts et d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Andiat Banaïssa et Faroussi. C'est une fierté pour Madame le maire de Chirongi, d'où est originaire cette étoile montante de l'athlétisme français, de l'accueillir tout comme ce fut le cas il y a quelques jours pour les champions de kickboxing. Les femmes de l'association Chiromani ont mis de l'ambiance comme à chaque occasion. Madame le maire a ainsi promis d'aider et d'accompagner les sportifs de sa commune. Le sang Chirongi, on a d'abord le sang de la beauté. Chirongi, nous avons battu le record des Miss Mayotte. Et là, prochainement, nous allons battre le record des médailles. Donc ça, à partir de là, il y a une vraie conscience que nous avons du potentiel à Chirongi. Et la ville va tout faire pour accompagner ce potentiel. La volonté déjà de lancer les infrastructures de qualité, de haut niveau. Je parle du terrain de foot de Mirereni qui doit démarrer très prochainement. Je parle du plateau couvert de Timkoura, pareillement, qui sont des vraies structures de haut niveau qui permettront même d'accueillir des compétitions des Jeux des îles de l'océan Indien. C'est un exemple vivant parce qu'effectivement, nous avons quelques jeunes qui se distinguent à l'extérieur, notamment Nasran, qui fait partie de l'équipe de France, qui a participé au championnat d'Europe. Ici, effectivement, nous n'avons pas les installations pour, nous manquons encore des cadres. C'est pourquoi, en tout cas, nous qui sommes aujourd'hui devant les instances, en tout cas au mouvement sportif, nous faisons tout pour former le maximum des enseignants et puis aussi de les amener à aller le plus loin possible pour qu'on puisse en tout cas éduquer nos jeunes dans de meilleures conditions. Très émue, Nasran n'a pas pu placer un mot. Certes, elle est venue fêter son titre de championne de France auprès de sa famille et de ses amis, mais cet accueil l'a surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Je savais que j'étais soutenue surtout sur les réseaux sociaux, mais avoir des actes, franchement, c'est vraiment touchant. Surtout par rapport aux gens de ma famille et de mon village, c'est motivant et ça encourage pour la suite. Aussitôt après cette cérémonie, Nasran s'est remise au travail dans cette salle de musculation. Ne pas se laisser aller, dit-elle, et quelques foulées au stade de Cavani pour préparer le meeting de la Dominicaine de la Réunion, prévu le 13 avril prochain à l'étang Salé. Sport toujours, mais cette fois dans les airs, sauter en parachute au-dessus de l'île au parfum, eh bien, nos collègues me disent que nous n'aurons pas le sujet. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, je vous retrouve pour la version mahoraise. Passez une agréable soirée et un excellent week-end.